plaisir de recevoir Audrey Vinès, qui est la responsable du marketing et de la communication d'EY. Tout le monde sait ce que c'est que EY? Ernst & Young. Bon, on va parler d'une vraie problématique d'une génération qui n'a pas connu EY, ni moi d'ailleurs. Donc le premier, pour commencer, peut-être vous présenter simplement votre parcours, ce que vous avez fait et ce que vous faites aujourd'hui. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous peut-être, mais beaucoup à toutes, j'ai l'impression. C'est rare dans les assemblées que je fréquente, habituellement c'est plutôt l'inverse. Peut-être quelques mots sur EY, vous savez que je commence par ça ou sur... Alors EY, donc en fait anciennement Ernst & Young, c'est un des grands cabinets d'audit, de conseil. Sur le plan mondial, en fait, on a un des 4 grands acteurs, ce qu'on appelle les Big Four, en fait, donc de l'audit et du conseil. Et on a 4 grands métiers, donc tout ce qui est métier autour du chiffre, donc audit, commissariat aux comptes, une société d'avocats, le métier du conseil plus classique en gestion des risques, optimisation de la performance, et tout ce qui est métier des transactions, donc tout ce qui est fusion, acquisition, croissance externe des entreprises. Et on est notamment basé dans l'Ouest, à Nantes et à Rennes, et moi je m'occupe en fait du marketing et de la communication pour EY. Donc c'est pas juste pour faire chic qu'on dit EY, c'est vraiment notre marque maintenant depuis 2 ans. C'est un bel exercice de communication, on y reviendra peut-être. Voilà, donc je m'occupe du marketing et de la communication depuis maintenant je suis rentrée chez EY en 2002. Il y a combien de personnes dans l'Ouest? Alors dans l'Ouest, on a un peu plus de 200, 160 personnes à peu près à Nantes, donc qui couvrent les 4 grands métiers. Et un peu plus de 40 personnes à Rennes. Donc on a la chance dans l'Ouest d'être un des plus gros bureaux, en fait, après Paris, bien sûr, puisqu'en France, EY, c'est près de 5000 personnes. Après, il y a Lyon, et puis l'Ouest, et ensuite la deuxième très grosse implantation régionale, en fait, d'EY. Alors comment on fait du marketing et de la com dans une entreprise où 2 de ces activités sont extrêmement réglementées? Alors, je pense que la particularité d'EY, c'est justement d'avoir affirmé une stratégie plurimétier. Donc, chez nous, c'est vraiment un des axes forts de notre positionnement sur le marché, c'est-à-dire qu'en 2002, donc ça date un petit peu, et bien sûr, parmi vous peu, je pense, sont au courant de toutes ces évolutions réglementaires qui ont eu lieu. Nos métiers ont été très, très impactés par des grandes affaires type Enron, etc. Regardez, je pense qu'on trouve encore pas mal d'articles sur ça. Et EY, dans le prolongement de ces changements réglementaires, a fait le choix de conserver tous ces métiers en fait, au sein du même réseau, là où certains de nos confrères ont fait le choix de se séparer, notamment de séparer les activités de conseil des activités réglementées, donc notamment les activités d'audit. Et nous, de par cette volonté de maintenir ces 4 grands métiers ensemble, donc le conseil, les transactions, les avocats et l'audit, nécessairement, finalement, des métiers comme les nôtres, donc de marketing et de communication des services, ne pose pas réellement de soucis. C'est-à-dire qu'on a juste une particularité qui est qu'on ne travaille qu'avec de la matière grise, entre guillemets. Voilà, on est très loin du marketing des produits. On travaille le marketing des offres et puis beaucoup de communication corporate, communication, voilà, beaucoup d'événementiels, soit sur des événements techniques, donc pour faire la promotion de nos offres, soit sur des événements ce qu'on peut appeler corporate ou un peu VIP, voilà, pour nos clients et nos prospects. Concrètement, le marketing et la com en région, pour EY, c'est quoi? Alors en fait, vous faites quoi exactement par rapport à ces 4 métiers? Alors en fait, moi je suis rattachée, peut-être ce qu'on peut préciser, c'est que je suis rattachée à une direction nationale donc, qui est basée à Paris, qui s'appelle BMC, donc c'est Brand Marketing and Communication, donc c'est la marque, le marketing et la com. C'est bien sûr assez verticalisé, on va dire au niveau national, c'est-à-dire qu'on a des équipes dédiées à chacune de ces chacun de ces grands piliers. Oui. Plus fort. Oh, je suis au max là. D'accord. Oui, je vais essayer, d'accord. En plus, je pensais qu'avec le micro, je pensais que ça amplifiait. Non, c'est juste pour le... D'accord. Alors, donc je reprends. Donc en fait, on a trois grands piliers, donc Brand, Marketing and Communication. Donc à Paris, ce sont des équipes dédiées plutôt de manière verticale à chacun de ces grands piliers. Et la particularité qu'on a en région, donc nous, on est une petite équipe, on n'est que 2 pour l'Ouest par exemple. Donc moi en tant que responsable marketing com et je travaille avec une chargée de marketing communication. On couvre de manière transversale en fait ces 3 piliers et qu'on met en application, je dirais, sur notre territoire géographique pour l'ensemble de nos métiers. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on organise des événements qui font la promotion de nos expertises un peu techniques, donc soit
Voilà, demain, par exemple, on va parler très concrètement. Demain, j'organise un événement qui va avoir lieu quasiment toute la journée. Ça commence par une plénière sur l'actualité fiscale et comptable dans la perspective de l'arrêté des comptes de nos clients, des entreprises. Donc, on attend une 50aine de personnes, par exemple. Et on va poursuivre par des focus sur des problématiques techniques un peu plus précises. Pour illustrer encore, la semaine prochaine, j'organise un événement pour deux de nos avocats qui sont basés aussi à Nantes sur le crowdfunding, donc un des grands sujets du moment pour le financement des entreprises, des financements complémentaires, participatifs, voilà. Donc tout ça, c'est de la promotion, entre guillemets, de nos offres, c'est de dire, voilà concrètement chez EY ce qu'on sait faire, et on essaie de faire ça toujours de manière assez intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour vendre basiquement nos offres et nos experts, on fait témoigner des personnes, on interagit avec les gens qui sont dans la salle, pour vraiment, c'est plus des tables rondes, des conférences, etc. Donc ça, c'est concrètement des choses qu'on organise très régulièrement, au moins 2-3 fois par mois, on a ce type d'événements un peu techniques, soit sous des formats de conférences le soir ou des petits déjeuners, voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Ça représente quoi la proportion d'événements par rapport au reste ? J'ai l'impression que vous faites beaucoup d'événementiels finalement. Oui, je dirais que c'est quasiment 50% du temps de ce qu'on fait sur le plan régional. Forcément, nos implantations régionales ont pour vocation finalement de contribuer au bon positionnement de la marque sur le marché. Donc ça veut dire que c'est l'objectif global, c'est-à-dire que EY, on a un positionnement qui est clair, qui est défini au niveau même, enfin, non seulement national, mais même au-delà, mondial. On est présent dans 150 pays. Et donc, voilà, même si on est présent en région, on intervient auprès de beaucoup d'entreprises dans chacune des régions où on est présent. On a voilà, une image de qualité, de plutôt prestations à forte valeur ajoutée, etc. Donc, c'est de faire en sorte que tous nos événements, je dirais du plus simple organisé jusqu'au plus complexe, on pourra parler peut-être du prix d'entrepreneur de l'année notamment, qui est un de nos grands temps forts, voilà, que dans tous nos événements, on décline finalement cette identité de la marque. Donc, on essaie de faire toujours des choses un petit peu différenciantes par rapport à nos concurrents et toujours d'un niveau de qualité, bien sûr, qui soit à la hauteur de nos objectifs et tout en restant, je dirais, simple dans l'approche, quoi. Voilà, on peut être sur un positionnement haut de gamme sans être prétentieux, quoi. Ça s'articule alors avec la direction BMC à Paris, en effet, par rapport à la communication au niveau local. Comment ça s'organise finalement ? Alors, en fait, à Paris, au niveau national, on a bien sûr des grandes lignes, c'est-à-dire que, par exemple, nos budgets qu'on élabore sur le plan régional sont ensuite consolidés et revus par notre direction nationale. Et les budgets, bien sûr, après, dans chacun de nos métiers, c'est un peu la clé quand même de beaucoup de choses. En fonction du budget, on peut faire ou ne pas faire notre plan marketing et communication. Donc voilà, il y a cette coordination au niveau national et ça veut dire que quand on bâtit notre plan annuel, le marketing et de communication, bien sûr, on tient compte des grandes lignes qui nous sont données au niveau du national. Donc au sein de chacun des métiers, après, en termes de communication interne aussi. Donc finalement, on récupère une bonne partie de toutes ces consignes, entre guillemets, de ces grandes lignes. Et puis après, on les adapte et puis on rajoute notre patte en fonction de notre propre objectif. C'est-à-dire, dans l'Ouest, par exemple, on est très présent sur l'agroalimentaire. Donc, on va avoir un plan d'action, par exemple, sur l'agroalimentaire qui va peut-être être beaucoup plus développé que dans d'autres régions qui sont moins concernées. Enfin, voilà, donc c'est à la fois de s'inspirer des grandes lignes nationales tout en tenant compte de la réalité de notre terrain. Et on a la chance, du coup, d'être sur un mode de fonctionnement, enfin, d'avoir à la fois les bénéfices d'une grande marque et d'une grande entreprise, tout en ayant un fonctionnement presque de PME, entre guillemets, en région, quoi. Et voilà. Vous mettez un œil sur l'opérationnel ou il vous laisse un peu quand même tranquille ? Oui, c'est pas cette notion de tranquille, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de cohérence, d'homogénéisation plutôt, mais on est, on est très autonome. Et c'est plus une volonté, d'ailleurs je viens juste de prendre on vient de me confier un nouveau rôle qui est finalement de coordonner les équipes BMC en région. Donc finalement pour faire justement ce lien, peut-être de le renforcer entre Paris et ce qu'on fait en région, c'est-à-dire que la communication remonte bien, c'est-à-dire qu'on s'assure que toutes les actions menées ou les principales actions menées en région soient bien alignées, entre guillemets, avec le modèle EY, en même temps en tenant compte de la liberté dont chacun a besoin pour aussi s'épanouir dans son travail et mener des choses qui sont peut-être spécifiques. Et puis aussi de faciliter le déploiement de certaines actions au niveau régional en faisant le lien avec justement nos métiers et nos grands piliers qui sont basés à Paris.
Donc ce rôle de coordination, par exemple, illustre assez bien notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est pas je ne vais pas avoir un rôle de dire non, vous faites ça, vous ne faites pas ça. C'est plutôt un rôle on va partager les bonnes pratiques, on va essayer de capitaliser sur ce qui marche bien à Strasbourg, de se dire pourquoi on ne le ferait pas à Nantes ou à Marseille, où sont nos différentes implantations. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment un échange un principe, je veux dire, d'échange réciproque, de coordination en bonne intelligence, et puis, mais bien sûr, dans le respect des grandes lignes, quand même. On l'évoquait tout à l'heure, pourquoi être passé alors ça date de 2 ans, mais en termes de stratégie de marque, c'est quoi l'objet de passer de Ernst & Young, qui était quand même bien une marque quand même très reconnue, sur une cible qui est finalement, c'est pas la cible, a priori, c'est plutôt des quinquas, qui ont connu Ernst & Young, et EY, pourquoi? Alors, c'est un changement global. Alors, global, chez nous, ça veut dire mondial. C'est-à-dire que voilà, comme je vous disais, on est présent dans près de 150 pays. Alors, en fait, au-delà du changement de marque, c'est une réaffirmation de notre positionnement sur le marché. On a ce qu'on appelle, alors c'est très anglophone chez nous, mais notre tagline ou notre slogan, si vous voulez, avant, c'était la qualité par principe. Donc, on voyait bien sur quelque chose de très technique plutôt. C'est-à-dire que on affirmait à travers notre signature qu'on était vraiment des experts reconnus dans nos différents métiers, etc. Maintenant, ce n'est pas totalement anodin. Donc, Ernst & Young est devenu EY, mais surtout la qualité par principe, ou Quality in Everything We Do, qui était la version originale, on va dire, est devenue Building a Better Working World. Donc là, qu'on a fait le choix de ne pas traduire pour des raisons évidentes. C'était un peu compliqué à traduire en français, mais l'idée, c'est de se dire, oui, EY, c'est des expertises, donc on est un intervenant de qualité sur notre marché, mais on se dit qu'on a aussi autre chose à apporter dans la cité, entre guillemets, et on mène un certain nombre d'actions qui vont au-delà en fait, de nos expertises techniques, au niveau associatif. On a une fondation, EY, on mène un certain nombre d'actions vraiment en faveur pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat ou de l'esprit d'entreprendre en France, avec des actions notamment auprès des jeunes, le MoveJ. Si certains d'entre vous un jour ont envie de créer une entreprise, sachez qu'il y a des associations, des réseaux comme ça qui existent et qui donnent des petits coups de pouce en donnant des dotations, etc., à travers des concours. Donc le MoveJ, c'est le mouvement des jeunes entrepreneurs étudiants, par exemple. EY est membre fondateur. Dans un tout autre registre, on est aussi membre fondateur d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds. On avait un comité de pilotage ce matin à Nantes qui se passe chez nous. 60 000 rebonds, c'est quoi? C'est 60 000 en fait, défaillances d'entreprises par an en France. Et en fait, EY s'est associé à ce nouveau réseau qui vise à aider des entrepreneurs qui ont connu la faillite, donc qui ont déposé le bilan, liquidé leur entreprise, à rebondir sur un nouveau projet entrepreneurial. Donc tout ça pour dire qu'au-delà du changement de marque, qui était un souhait de simplification en fait. C'était on en avait assez qu'on nous appelle Ernst & Young en fait. Et non, ça c'est plutôt bien sûr la blague, mais voilà, c'était quelque chose qui était assez naturel chez nous. Nos concurrents, je ne vais pas forcément tous les citer, mais par exemple KPMG, enfin voilà, c'est quelque chose. Il y a PricewaterhouseCoopers, c'est PwC, enfin c'est quelque chose qui est assez habituel en fait dans notre secteur. Ça choque pas dans notre secteur d'activité de s'appeler EY, ça paraît pas voilà complètement étonnant, voilà. Voilà, mais bon, après, c'est au-delà de la marque, c'est vraiment un positionnement différent qui illustre aussi qu'au-delà de nos expertises techniques, on joue un rôle qui va un petit peu au-delà sur le territoire, sur le plan économique et social, en fait. Est-ce que vous estimez que faire du marketing de la com pour un service par rapport à un produit, c'est plus facile, c'est moins facile, c'est prestation intellectuelle finalement, c'est quoi votre perception? Alors, je trouve effectivement très différent. Après, moi, mes souvenirs du coup de marketing produit sont assez lointains. Enfin, on parlera peut-être après du parcours, mais ça fait déjà finalement 15 ans que je travaille dans le domaine des services. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à en sortir, effectivement, parce que oui, il y a quelque chose d'assez plaisant, bien sûr, à travailler avec des avocats, des consultants, des auditeurs. Enfin, on travaille qu'avec de la matière grise. Donc, on est sur de l'innovation en paix permanente parce qu'on n'a pas de limite, entre guillemets. Enfin, voilà, tout ce que l'intellect peut faire, on peut essayer après de le déployer. Donc, on n'a pas de contraintes techniques. On a des contraintes réglementaires, mais pas forcément techniques. Après, j'ai adoré, moi, quand j'étais étudiante, à travers mes stages, j'ai fait un stage d'assistante chef de produit. Donc, j'étais vraiment plus voilà, sur du produit. Mais je pense que les deux sont vraiment intéressants. Après, sur le marketing des services, je pense que très vite, on va finalement vers du marketing plutôt un peu opérationnel et marketing des offres.
Donc voilà, c'est simplement qu'on package, on market des offres au lieu de marketer des produits, quoi. Et puis après, c'est beaucoup de communication finalement, et c'est ça qui est plaisant dans ce métier. C'est que je suis peut-être responsable communication et marketing plus que marketing et communication, quoi. En tous les cas sur le plan régional. Voilà. Vous observez comme les concurrents. Oui. C'est plutôt fait par le national. En tous les cas, les concurrents nous observent, ça c'est sûr. Et la réciproque est vraie aussi, bien sûr. Oui, on connaît bien nos concurrents, mais on a d'ailleurs de très bonnes relations globalement. Enfin, on se connaît, on se côtoie d'ailleurs dans certains réseaux. Enfin, voilà, on est assez connectés, je dirais, les uns aux autres, même si on a chacun nos spécificités, chacun nos clients, etc. Mais voilà, oui, bien sûr que sur les offres, on regarde ce qui se passe ailleurs aussi. Alors, sur le marketing et la com de service, qu'est-ce que vous avez pu nous, parce que ça fait quand même un petit moment, vous avez commencé, pour le conseil en tout cas, vous avez commencé par KPMG. Oui, c'est ça. Et après chez EY. Oui, je vais travailler avant en industrie aussi. C'est quoi les évolutions que vous avez notées dans les métiers du marketing et de la communication sur ces 15 dernières années? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu des changements dans notre secteur, vous voulez dire? façon en fait, de travailler et de travailler en tant que marketing et communication. Oui, alors j'ai parlé du coup forcément un peu plus du secteur que je connais très très bien, donc qui est le secteur plutôt du service et encore plus du conseil et de l'audit notamment. Alors bien sûr dans notre secteur ça a beaucoup évolué parce que les mentalités entre guillemets ont vraiment beaucoup changé. C'est-à-dire moi quand je suis rentrée en 2002 c'était quasiment une création de poste, c'est-à-dire que je prenais la suite de quelqu'un qui était arrivé 18 mois avant moi, qui avait déblayé un petit peu comment dire, déblayer le terrain, voilà, mais on en était encore aux prémices. Il y avait encore beaucoup de preuves à faire, c'est-à-dire, en plus, bon, j'étais forcément plus jeune, hein, donc voilà, on a encore un peu plus de preuves à donner. Donc ça a beaucoup évolué, évidemment dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues possibles. La nature même des actions que l'on développe, en fait, les attentes ont beaucoup évolué, c'est-à-dire que ce qu'on faisait pour nos clients il y a 15 ans, ou il y a 13 ans, quand je suis rentrée chez EY, ce n'est pas forcément les mêmes choses qu'on fait maintenant. On a toujours certains événements un peu incontournables, type celui qu'on va faire demain autour de l'arrêté des comptes. Ça reste une réalité économique pour toutes les entreprises, donc bien sûr qu'on va être là pour répondre à leurs questions. Mais après, voilà, on leur apporte aussi bien plus maintenant à travers des conférences, des tables rondes, donc même dans la manière d'organiser nos événements, on est vraiment monté en gamme, entre guillemets, on est sur des événements à plus forte valeur ajoutée, aussi de manière beaucoup plus diversifiée. On fait beaucoup de choses au niveau culturel, au niveau... je prends l'exemple, ça peut paraître anecdotique, et moi quand j'ai rejoint EY, on était presque partenaire du FC Nantes. Alors j'adore le foot, hein, ça c'est pas le débat, quoique, mais bon, mais peu importe. Maintenant, on invitait nos clients régulièrement à tous les matchs. Bon, alors, super. Au bout de 2-3 ans, on s'est dit, bon, c'est super, mais on ne va peut-être pas continuer à faire ça. Puis à la limite, nos clients, ils viennent, mais ceux qui aiment vraiment le foot, soit ils sont abonnés eux-mêmes, ou alors le week-end, ils préfèrent y aller avec leurs enfants plutôt qu'y aller avec leur commissaire aux comptes, quoi. Donc voilà, donc ça fait partie des évolutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, ce n'est pas des choses qu'on pourrait faire. Hein. Alors qu'à l'époque, c'était un peu nouveau. Donc les gens venaient, mais voilà, on a vite constaté une certaine lassitude. Et maintenant, on va plutôt, par exemple, se dire, on va choisir, si je reste dans le domaine sportif, telle ou telle grande affiche du championnat, et là on va inviter quelques clients vraiment un peu VIP, on va leur faire un truc vraiment bien, où ils vont pouvoir échanger de manière très privilégiée avec leurs conseils, et tout en étant dans un environnement, un podium, etc. Donc voilà, donc c'est toujours cette recherche de différenciation. Voilà. C'est beaucoup, voilà, ce que j'aurais peut-être dû dire sur le marketing des services, c'est la marque en fait, hein. C'est vraiment la promotion de la marque. Hein. La réflexion sur le retour sur investissement, on vous dit, voilà, le budget il est de temps, vous avez 1 million sur l'Ouest et puis 1 million... J'aimerais bien, mais... non. Vous ne voulez pas dire les chiffres. Et du coup, on voyait quoi? Il faut que ça génère un temps de business. Est-ce que vous tracez du coup, même à travers les événements qui représentent 50%, dire voilà, vous avez un suivi ROI assez fin du coup? En fait, on a plusieurs types d'indicateurs et selon l'événement qu'on va organiser, on ne va pas forcément chercher à mesurer la même chose. C'est-à-dire que sur nos événements plutôt techniques, de promotion des offres, etc., effectivement, on va se dire, on a eu 30 personnes qui sont venues, on a des tableaux de reporting, hein, on fait beaucoup d'Excel chez nous, y compris au marketing, et c'est vraiment, le marketing opérationnel, c'est de se dire, on a invité tant de personnes sont inscrites, tant de personnes sont venues, déjà, voilà, des petites variantes déjà à ce niveau-là. Après, pendant l'événement, l'événement se déroule. Après, on fait un petit questionnaire de satisfaction. Donc là, on est vraiment dans le marketing, par excellence. Hein. On fait une petite synthèse des fiches d'évaluation qui, au-delà de est-ce que vous étiez content, pas content, on va un peu plus loin dans le qualitatif.
C'est pas juste sortir des stats, voilà, 90% étaient très satisfaits, 5% n'étaient pas satisfaits du tout. Voilà, c'est de se dire, c'est très tourné développement commercial derrière, quoi. C'est de se dire, est-ce que cette thématique vous a plu? Ok, c'est une chose. Est-ce que ça vous incite à engager une action à court terme, à moyen terme, etc. Et ça, après, c'est des choses. Donc nous, au niveau du service marketing communication, après, on travaille vraiment en très forte collaboration avec le directeur du développement, qui est finalement un directeur commercial, mais appliqué à nos métiers, hein, et qui va coordonner un petit peu, lui, ses actions de relance, de se dire, voilà, n'oubliez pas, enfin, on fait une réunion de débriefing, en fait, après l'événement, on passe en revue les personnes qui étaient présentes, on regarde la synthèse des fiches d'évaluation, etc. Et on se dit, là, voilà, un tel, il a indiqué qu'il avait telle problématique en ce moment, tiens, il faudrait que machin le recontacte pour voir si derrière, il n'y a pas matière à développer quelque chose. On a un outil de CRM, bien sûr. Ouais. On a un outil de CRM, oui, où on suit toutes les personnes qu'on invite, qui sont venues, pas venues. Mais au-delà, en plus du CRM, pour des aspects opérationnels, après, on utilise aussi Excel de manière un peu indépendante pour chacun de nos événements. Donc ça, c'est pour les événements plutôt techniques. Après, c'est vrai que sur les événements plus corporate, quand on est dans le domaine plutôt culturel, musical, etc., c'est plus difficilement mesurable parce qu'on est plus sur de l'image. Et on fait du mécénat aussi, mais plutôt sur des actions nationales. On est notamment premier mécène des Opéras de Paris et on en fait assez peu en région. Mais il y a la fondation. Donc après, et comment on le mesure? C'est plutôt sur le moment, je dirais, quand les personnes viennent nous voir en nous disant voilà, on appréciait déjà EY avant pour la qualité des expertises techniques, mais on vous apprécie aussi parce qu'on a passé un bon moment et on vous voit un petit peu différemment. Quand on organise un événement qui s'appelle, qui est aussi en faveur des jeunes et de l'entrepreneuriat, une journée d'entrepreneur, un étudiant, qu'on a organisé au mois de novembre là, dans 4 grandes villes, les étudiants sont toujours ravis parce qu'on leur donne la possibilité de passer une journée vraiment de dirigeants, c'est-à-dire c'est très différent d'un stage, ils passent la journée avec un dirigeant toute la journée, et le dirigeant, la seule consigne qu'on lui donne, c'est ne changez rien. Il vous suit toute la journée, il échange avec vous, etc. Donc on sait que les étudiants sont toujours ravis de cette journée, mais finalement, à chaque fois, on est très surpris des retours des entrepreneurs, hein, des dirigeants qui nous disent c'est vrai qu'on est surpris qu'EY organise ça, parce qu'on vous voyait voilà, comme notre avocat, notre conseil, mais là, on vous voit différemment, en fait. Donc on travaille vraiment sur l'image. Quand vous étiez étudiante, ça date un peu. Merci. Pas mieux. Ouais, je suis diplômée 97. Vous avez vécu dans le marketing et la com, c'était conforme à ce que vous aviez appris? Est-ce que vous attendiez à vivre finalement ou il y avait une petite... Je ne vais peut-être pas répondre. Si, il faut. Alors moi, effectivement, j'ai fait une école de commerce. En fait, j'ai fait mes études. Je suis bretonne d'origine, donc j'ai fait après mon bac, j'ai fait une classe prépa moi, à Rennes, et après je suis partie étudier à Grenoble. J'avais envie de changer de région, profiter de skier aussi. Puis l'école me plaisait bien quand même. Et très vite, effectivement, dès la 2e année, je me suis orientée vers le marketing et la communication. J'aimais beaucoup les RH aussi, donc je pense que c'était le côté humain qui m'intéressait finalement. Dans le marketing au début, plus que la communication, c'était même pas c'était vraiment du marketing finalement. Et ce qui m'intéressait, parce que je me disais pourquoi je suis intéressée par les deux, finalement j'avais un peu du mal à me positionner entre RH et marketing, c'est que finalement ce qui m'intéressait c'était la compréhension de l'autre, du fonctionnement d'un consommateur et finalement du fonctionnement d'une personne, quoi. Il y avait quelque chose d'assez proche peut-être à ce niveau-là. Et donc, je crois que dès la 2e année, j'étais déjà en marketing des services, en fait. J'avais déjà fait le choix quand même entre produits et services. Alors, là, on était vraiment dans le registre du choix, c'est-à-dire qu'autant je suis arrivée en école de commerce un peu par hasard, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, même pas du tout. Je voulais faire prof d'allemand, donc si je savais, mais c'était quelque chose de très différent, donc rien à voir. Sur les bons conseils de mon prof de maths, voilà, je suis finalement pas allée en fac d'allemand. Après coup, je me dis, il a eu raison, mais sur le moment, je disais, ouais, je sais pas quand même. Mais bon. Donc j'ai longtemps un peu hésité, même en prépa, première année, je me dis, wow, je peux aller en fac d'allemand maintenant, finalement, je pense que ça me va mieux. Puis finalement, j'ai continué et ça s'est bien terminé. Mais autant jusqu'en école de commerce, je savais pas, pas du tout même. Je venais d'un environnement aussi perso, mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine de l'entrepreneuriat, mon père était dans la marine marchande, maman était mère au foyer, donc voilà, donc j'étais pas forcément dans un écosystème très favorable à finir en école de commerce, etc. Donc je suis arrivée de manière un petit peu naïve dans cet environnement. La première année en école, pour moi, c'était une vraie révélation, c'est-à-dire que je trouvais tout passionnant, quoi. Mais même la compta, je trouvais tout génial. Après la prépa, c'est pas difficile. Et puis, donc en 2e année, voilà, très vite attirée par le marketing. Et puis, c'est surtout les stages, en fait, qui m'ont confortée. C'est-à-dire que j'aimais bien l'enseignement tel qu'il était prodigué. Je trouvais ça très intéressant, les théories, les concepts, etc. Mais
pas mal aussi, on avait pas mal de cas pratiques, mais voilà, moi vraiment ce qui m'a convaincue, c'est plus de l'appréhender déjà à travers les stages. Et je me souviendrai toujours, enfin une des premières remarques que je me faisais, j'ai dit mais mince, est-ce que si j'avais pas fait cette école, est-ce que je serais pas capable de le faire quand même, quoi? Et bien sûr que non, après c'est bien sûr qu'il y a besoin des bases, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui nous servent. Mais après, c'est quand même peut-être plus en communication encore, mais aussi c'est beaucoup de savoir-être. Enfin, je sais pas, ça me semble, il y a beaucoup de choses qui me paraissaient logiques en fait, simplement. Alors c'est peut-être lié à nos métiers de marketing et de communication, c'est peut-être moins vrai. C'est peut-être pour ça de dire que j'ai pas fait finance ou parce que je me suis dit non, ça, voilà. Mais c'était vraiment la conjonction des deux, quoi, de l'enseignement, mais surtout de la mise en pratique à travers les stages. Alors, quelqu'un qui va être un bon marketeur et un bon communicant, c'est quoi le portrait pour vous? Bah, je pense qu'il faut. Au-delà de l'intuition, ouais. Ça soit assez logique. Mais alors ça dépend, parce que entre marketing et communication, je pense que c'est assez différent. Et puis marketing, moi j'ai fait un premier stage, c'est un stage de chargé d'études, donc là c'est des chiffres, il faut aimer les chiffres, moi j'adorais ça aussi, donc ça dépend un petit peu de l'orientation qu'on veut prendre, donc si l'idée c'est c'est l'objectif de cette discussion, c'est aussi d'éclairer un peu ceux qui sont dans la salle. Moi j'aimais beaucoup les chiffres, j'avais quand même fait un bac scientifique, donc c'était pas complètement par hasard, même si après c'est pas ce qui m'a le plus plu et le plus attiré dans mes études. Je pense que j'ai le côté analytique, etc. Même maintenant, quand on fait des synthèses, des statistiques après nos événements, enfin voilà, c'est quelque chose ou des reporting, enfin un peu dans tous les sens. Voilà, c'est pas quelque chose qui me déplaît. Donc le marketing, je pense que ça nécessite quand même d'avoir un esprit quand même assez structuré, bien organisé. Après, je pense que c'est aussi beaucoup de curiosité et d'ouverture en fait. C'est-à-dire que c'est de s'intéresser à tout ce qui se passe, enfin s'intéresser aux autres et s'intéresser à notre environnement en fait. Parce que c'est là qu'on peut trouver l'inspiration, les idées. Marketing produit, les meilleurs souvenirs que j'en ai, c'est en stage, là encore. Enfin, on faisait des tables rondes finalement pour des lancements de nouveaux produits. C'était dans la lingerie, donc ça, il y a pas mal de filles. Donc forcément, c'était un stage super. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'était ça, c'était ce contact avec la consommatrice finale, des tables rondes. Mais, donc à la fois, c'était de s'intéresser, d'être très curieux, etc., mais basé sur des outils très structurés, d'animation de tables rondes, des questionnaires très... Voilà. Donc c'est à la fois ce mix, je dirais, de quand même bonne maîtrise technique des outils, d'avoir conscience que voilà, c'est pas non plus juste on y va et puis on verra bien comment ça se passe. Il y a besoin quand même d'un peu de méthode et en même temps d'avoir beaucoup d'empathie et une ouverture d'esprit, quoi, je pense. C'est-à-dire que quand vous faites du bench aujourd'hui pour des événements, vous allez regarder pas forcément dans le même secteur d'activité. Exactement. Vous allez chercher dans l'activité de produit, d'autres activités de service. Oui, les deux. Effectivement, on ouvre sur les services, parce que les services, ça peut paraître assez naturel pour des tendances qui vont directement nous impacter. Mais clairement, l'innovation, elle aide la confrontation d'environnements très différents. Enfin, et ça, c'est vrai tout le temps, enfin, même pendant nos études. Enfin, après, quand on travaille, je pense que là où on trouve le plus d'innovation, c'est pas dans un service où toutes les personnes font toutes la même chose, ont tous le même profil. C'est quand, justement, on va peut-être recruter des personnes qui, a priori, ne sont pas forcément faites pour travailler ensemble. Et c'est quand ces personnes-là vont se mettre à échanger que de nouvelles idées vont jaillir. Donc, je pense que quand on raisonne à l'échelle de son secteur d'activité, c'est pareil. Il faut en sortir pour aller trouver de nouvelles inspirations ailleurs, quoi. C'est ce qui s'était passé. Je suis tombé sur des vidéos d'EY, des mini-séries qui datent déjà de quelques années. Ouais. Complètement décalées. Sur Brother and Brother, ouais. Ouais. Ça vous dit ça, quelque chose ou pas? Des séries complètement décalées, ce qui se passe dans les bureaux. Oui, alors ça, oui, ça me parle bien, ça avait fait un buzz super, c'était hyper bien fait. C'était complètement décalé avec l'image qu'on pouvait avoir d'une société française et d'audit. Ben oui, je pense que c'était vraiment du second degré, l'autodérision, et c'est ça qui est bien. Enfin, je trouve que dans nos métiers dits intellectuels, c'est bien justement de ne pas se prendre au sérieux non plus, et d'avoir ce recul pour faire aussi changer l'image, parce que évidemment, on sait qu'on a une certaine image sur le marché. Tout le travail en termes de communication, c'est de la faire évoluer. Parce que voilà, enfin, derrière la marque, c'est juste des gens en fait, des personnes comme vous et comme moi. Et cette série cette série avait été faite en fait à la base plutôt pour une communication interne aussi pour parce que dans des métiers comme les nôtres, par exemple, il y a quand même quelque chose qui est assez structurant, c'est-à-dire qu'on a les métiers, ce qu'on appelle du front office, donc je les ai cités, c'est nos 4 grands métiers, et nous, on est les métiers du back office. Alors moi, venant du monde du conseil, au début, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, mais c'est vrai qu'il y a ceux, entre guillemets, qui travaillent pour développer le chiffre d'affaires, et puis nous qui sommes en support.
Voilà. Et moi, je n'ai jamais conçu vraiment mon rôle comme ça, c'est-à-dire que je me suis toujours sentie au service du marché. Enfin, marketing, c'est comme de marché, quoi. Au contact du client. Et du client, parce qu'à travers nos événements, enfin moi je connais très très bien un certain nombre de nos clients et qui pour certains même, parfois je reçois des appels entrants de clients et c'est moi qui les, enfin c'est même assez étonnant parfois. Mais si quand même, quand j'ai du marché, c'était client quoi. Et pourquoi j'ai dit ça, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Pour les mini-séries de la com interne. Oui, c'était de la com interne et aussi voilà pour faire prendre conscience aux gens du front, donc qu'il y avait. On avait besoin de cette campagne de communication aussi pour que les gens du front, qui sont parfois effectivement des personnes qui sont vraiment des sachants, voilà, qui prennent conscience peut-être de leur comportement parfois, parce que évidemment que ce soit chez les clients et en interne, et c'est une campagne qui a vraiment beaucoup marché, qui a très bien marché, parce que voilà, sur le ton de l'humour, on fait passer beaucoup plus de choses. Hein. Vous allez voir les vidéos, elles sont complètement farfelues. Ah ouais. Mais on assume, on aime bien ce côté. Ouais. Quel conseil pourriez vous donner aux futurs professionnels du marketing ou de la com qui seront bientôt? Alors ça n'engage que moi. Hein. Oui, mais ça n'engage que moi. Parce que, alors je ne connais pas complètement le déroulement de votre cursus sur les 5 années, mais c'est vraiment de tester, entre guillemets, le plus possible ce qui a priori semble être vos centres d'intérêt, de les tester à travers des stages, des rencontres, effectivement, avec des professionnels. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien de proposer aussi, je pense, ces moments d'échange. Après, si certains veulent discuter de manière plus individuelle, il n'y a aucun souci, parce que je trouve que c'est tellement important de pouvoir se confronter en fait, à la réalité de ce que peut être son métier demain. Et parce que voilà, entre le marketing, la com, il y a les relations presse, il y a le digital, il y a tellement de possibilités. Nos métiers évoluent aussi beaucoup. Je n'ai peut-être pas suffisamment répondu tout à l'heure, mais bien sûr que le digital, par exemple, de nos jours, ça a fortement impacté nos métiers. Hein. Ça, je pense que c'est sûrement un des points les plus importants qu'on est en train de vivre. Cette transformation digitale, en tant que marketeur et communicant, on peut se dire que pour nous, c'est évident et qu'on est là pour le faire, entre guillemets, appliquer par les autres, mais on doit se l'appliquer aussi à nous. C'est une vraie évolution. Voilà, moi, j'ai 41 ans. J'ai toujours aimé, comment dire, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'ai intégré très facilement, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Après, de par notre métier et notre fibre communication, je pense que ça vient peut-être un peu plus facilement que pour d'autres, mais c'est déjà à nous de bien intégrer dans notre métier pour après faire en sorte que ça se développe un petit peu partout. Donc dans les conseils, c'est de tester, à travers des stages, faisant le maximum, à travers des rencontres, profiter de toutes les occasions de rencontres avec des professionnels, entre guillemets, pour partager, pour échanger. Entre marketing des produits, marketing des services, c'est effectivement des choses très différentes. Donc c'est aussi de se ressentir au fond de soi ce pourquoi on est le plus fait. La communication, c'est pareil. Enfin, c'est aussi de se dire entre un poste très spécialisé par exemple à Paris, nous on a une équipe d'attachés de presse, donc ils ne font que ça. Moi, les relations presse, j'en fais bien sûr d'une manière bien moins professionnelle, entre guillemets. J'ai plus appris ça sur le terrain au fur et à mesure, on va dire, des années. Mais ça me convient bien, c'est-à-dire ce côté aussi d'être détaché en région et sur quelque chose de beaucoup plus polyvalent, transversal, plus opérationnel, de travailler à la fois sur de la com interne, de la com externe et de l'événementiel, du marketing. Et ça, c'est quelque chose, c'est une question qu'il faut se poser quand on cherche du boulot, c'est de se dire est-ce que je préfère être vraiment la grande spécialiste ou le grand spécialiste de tel domaine et du coup bosser plutôt dans une grande boîte qui a des services vraiment dédiés, etc. Ou est-ce que je me sens plus dans l'opérationnel, à monter des événements, etc., mais à ne pas faire que ça non plus. Voilà. Après, il y a aussi le côté, est-ce que je suis plus faite pour bosser en agence ou au sein d'une entreprise classique, entre guillemets. Donc ça, c'est les stages, et puis c'est de se documenter, de lire déjà aussi pas mal de presse spécialisée, de s'intéresser à la presse économique, de sentir aussi le territoire dans lequel on a envie, même si on ne sait pas forcément où on travaillera demain, et encore moins peut-être de nos jours, mais est-ce que ce sera Paris, dans le sud, dans le nord, à l'étranger, etc. Mais de s'intéresser, là aussi c'est quand même d'ouvrir tout le champ des possibles, je dirais. Est-ce que vous avez des questions ?
On a vu beaucoup de produits ces derniers temps, beaucoup de digital. Là, c'est du service. Et Dieu sait qu'il y a du boulot dans les services. Oui, vous pouvez poser aussi une question. Déjà que dans les services, il va y avoir beaucoup de choses à faire dans le marketing et la communication. Et généralement, vous êtes, quand on est jeune, on est tout de suite un peu plus attiré par des produits que par les services. Alors qu'en fait, ce qui est observé la plupart du temps, mais je pense que là, il y a des... Ça paraît peut-être plus concret, peut-être. Ouais. Je pense que dans les secteurs à observer, parce que là, on parle en plus du service B2B, donc nous, c'est des professionnels à professionnels. Je pense que ce qui se développe beaucoup, c'est le service à la personne aussi, avec des très belles réussites d'entreprise. Moi, j'admire beaucoup certains entrepreneurs, là, dont on a beaucoup entendu parler récemment, mais type le dirigeant de O2, à qui on a remis un prix au niveau national récemment, qui est un des leaders du service à la personne en France. Enfin, voilà, donc c'est vrai que les services, ou dans d'autres registres, peut-être qui peuvent paraître un petit peu moins glamour, mais une entreprise comme le Noblage, dont le siège social est à Nantes, qui connaît une croissance phénoménale, qui est plutôt sur le secteur des seniors, voilà. Parmi les conseils que je pourrais donner, c'est aussi de partir absolument à l'étranger. Enfin, je ne sais pas si c'est prévu dans le cursus ou pas. C'est prévu, mais ça reste optionnel. Mais il ne faut pas que ce soit optionnel, quoi. Il faut saisir toutes ces opportunités de partir à l'étranger parce que, voilà, c'est... Vous étiez parti à l'étranger dans quel domaine? Ouais, l'Allemagne, je n'avais pas de... Voilà. Au cas où. Tout ça est rapport avec le propre C'est quand même resté, oui, je suis quand même partie en Allemagne 6 mois. Ouais. Et puis j'ai vécu avec des Allemands, c'est-à-dire que je n'étais pas dans un truc qui était mis à disposition par l'école où du coup on était contre français, parce que du coup je ne voyais pas bien l'intérêt. Donc moi j'étais dans une Wohngemeinschaft, donc avec des Allemandes, et c'était vachement plus sympa. Oui, alors ça que j'en ai pas beaucoup parlé. Oui, c'est vrai que, parce que la communication interne, je dirais que c'est à peu près 20% de mon job. Mais c'est un gros enjeu peut-être dans ce que j'aurais pu aussi indiquer. Il y a beaucoup de choses, ça qu'une heure, ça passe vite et pas vite à la fois, mais ça passe quand même vite. Enfin, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Et en fait, si on parle des enjeux un petit peu du métier, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'externe parce que c'est peut-être ma fibre un peu plus naturelle. Voilà, on fait du conseil, enfin, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est vrai que c'est quelque chose qui, le milieu de l'entreprise, voilà, je trouve ça passionnant. Mais il y a aussi un enjeu vraiment interne, c'est-à-dire qu'on a la particularité de voir des collaborateurs qui sont quand même répartis, qui partent parfois des semaines entières, voire 2 semaines, voire 3 semaines. Et on a besoin de créer quand même du lien en interne. Et ça, c'est un véritable enjeu pour nous. Et aussi avec des associés avec lesquels, par ces 40 minutes, c'est normal en général, ça décroche. C'est 40 minutes le max, c'est ça. Et donc, en fait, en interne, c'est vrai qu'on a besoin, donc tant vis-à-vis des associés avec qui on travaille vraiment main dans la main pour travailler au développement de leur métier. Donc, il y a aussi ce positionnement interne qu'il faut bâtir année après année. Et finalement, on a un peu un rôle de conseil en interne. Donc, vis-à-vis ça, c'est pour les associés, je dirais, parce qu'on les accompagne dans le développement de leur métier. Donc, ils attendent de nous, bien sûr, qu'on organise des événements, mais ça, finalement, ce n'est que la dernière étape. C'est-à-dire qu'avant, on s'est quand même posé pas mal de questions sur c'est quoi vos priorités de l'année, sur quelle problématique ou enjeu vous souhaitez vous positionner, sur quoi il faut pousser, etc. Et après, on bâtit un plan marketing en fonction de ça. Mais finalement, ça passe d'abord par de l'interne. Et la com interne, voilà, c'est aussi pour l'ensemble de nos collaborateurs. On a une moyenne d'âge chez nous qui est très, très jeune, très, très basse. Oui, il y a... Mais le turnover est impliqué dans le modèle, en fait, parce qu'on sait très bien que... Non, c'est pas ça que j'allais dire. Ça s'explique de 2 manières. Alors, je ne suis pas la pro des RH chez nous pour inviter une autre personne chez nous, mais déjà, on sait très bien qu'un certain nombre de jeunes diplômés travaillent dans nos cabinets d'audit, notamment, et de conseil pour peaufiner leur formation. C'est-à-dire qu'ils apprennent en 3-4 ans. Ils sont confrontés à une richesse. Moi qui ai fait un peu de conseil, mais plutôt en stratégie et développement commercial, c'était assez différent. Mais en 3 ans, moi par exemple, j'ai appris autant, je pense, qu'en 8 ans dans une entreprise. Parce qu'on est confronté à tellement de cas de figure, etc., que c'est une école, entre guillemets, qui est fantastique. Donc on assume totalement ce côté, on emploie beaucoup de jeunes, et certains, les meilleurs, on l'espère, vont rester chez nous. Et continuer à évoluer, parce que chez nous, après, c'est quand même très pyramidal. Donc, on recrute beaucoup, mais à la fin, des associés, il y en a quand même moins que des juniors, heureusement. Mais c'est assez logique.
Donc voilà, donc forcément il y a un taux de turnover qui est assez important, mais qui est propre au secteur en fait, qui n'est pas spécifique chez nous. Mais effectivement, la com interne, pour autant, est importante. Mais on pourrait surtout parler des RH, mais c'est un autre sujet. La com interne plus les RH travaillent pas ensemble. Si on est très connecté aussi, mais on a quand même, les RH, c'est encore un métier qui est tout autre. Moi, je ne fais pas du tout des RH, c'est-à-dire qu'on travaille de manière assez proche avec la responsable RH qui est aussi en région, qui elle aussi rattache une direction nationale. On a pas mal de sujets en commun et surtout les sujets de com interne, bien sûr qu'on travaille ensemble. Mais par contre, il y a plein de sujets sur lesquels elle travaille. Voilà, moi, c'est pas du tout mon domaine, quoi. Mais en com interne, du coup, ça passe par du rédactionnel. Donc, on a une newsletter, on a des tribunes qu'on propose aux collaborateurs. Ça leur fait un petit point d'ancrage, on va dire, par rapport à EY, parce que quand on part toute la semaine chez tel ou tel client, au bout d'un moment, on peut se demander, mais on travaille pour qui finalement? Pour EY ou pour le client? Enfin voilà, on peut perdre un petit peu ses repères. Donc ça, c'est important. Et puis après, c'est aussi de l'événementiel, plutôt de team building ou tout simplement des moments de convivialité pour que, si on se raccroche à l'objectif initial d'EY, un de ses enjeux, c'est la pluridisciplinarité, c'est que aussi nos jeunes, dès leur plus jeune âge chez EY, se connaissent aussi entre les métiers, parce que c'est comme ça qu'après, ils pourront, quand eux-mêmes seront managers ou associés, auront, entre guillemets, appris ces bonnes pratiques et travailleront naturellement ensemble entre les différentes lignes de service et différents métiers, quoi. Donc la com interne, oui, c'est très chronophage, mais c'est vrai que c'est important, mais après, faut doser, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut en faire, ouais, bien sûr. Il y a d'autres questions? Une question, parce que là, ça comptait pas, c'était une question de... Bon, celle-là. Non, ça ne vous inspire pas? Est-ce que ça suscite des vocations? Donc les stages, c'est en janvier, c'est ça? Ouais, je recherche un stagiaire. C'est décidé un petit peu tardivement. Mais, en janvier, ça va être compliqué. Ouais. Mais bon, oui. En 5e année, peut-être? C'est pour ça qu'on prend un stagiaire pour lui confier. Non, après, au niveau BMC national, on doit être à peu près une cinquantaine ou soixantaine de personnes. Oui, c'est vrai qu'en région, les équipes sont assez resserrées. Ça nous amène à faire quelques arbitrages. Et oui, on va dire qu'on ne s'ennuie pas. Donc, on a des journées bien remplies. Mais après, quitte à travailler, autant que ce soit intéressant et intense, quoi. Enfin, voilà. Après, dans nos métiers, alors c'est vrai dans beaucoup de métiers, je pense, mais moi je sais que, un job trop tranquille, je suis aussi mère de famille, donc j'ai toujours eu besoin d'un équilibre, de préserver quand même un temps important pour la vie de famille. Et puis avant d'avoir des enfants, on a aussi une vie de famille, une vie sociale, et des amis, etc. Mais pour autant, pour moi, cette densité professionnelle, c'est vrai que ça fait un peu partie d'un mode de fonctionnement aussi. C'est-à-dire que mon premier job, si je l'ai quitté assez vite, avant de rentrer chez KPMG, où là, je n'étais pas déçue non plus de la charge de travail, c'était bien. Je suis partie parce qu'au bout d'un an, je me disais, j'avais déjà l'impression que je m'ennuyais un petit peu. Et je me disais, 1 an après avoir été diplômée, je disais, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai assez vite compris que je n'étais pas faite pour les jobs trop tranquilles non plus, et où il y a cette effervescence. Donc, c'est vrai que dans l'événementiel, dans la com, il y a ce côté, ce qui est aussi très présent, c'est finalement ce qui est très présent dans tout ce que je fais, c'est cette notion de gestion de projet finalement. Donc ça fait partie des compétences importantes aussi sur lesquelles se former. C'est-à-dire, je travaille évidemment jamais, comme tout le monde j'imagine, mais peut-être chez nous c'est encore un petit peu plus poussé, comme on a beaucoup de clients internes finalement. Donc on a des clients externes et des clients internes. Donc c'est comment on consacre le temps nécessaire à un instant donné à tel projet. On a des projets qui sont courts, des projets qui sont sur des temps longs. Donc, c'est toute cette organisation, en fait. Et c'est là où la communication, c'est à la fois, oui, d'avoir des idées, etc., mais c'est aussi d'être quand même bien organisé pour travailler de manière de ne pas dépenser inutilement trop d'énergie et en garder pour ce qui vaut la peine, quoi. Donc, voilà. Mais ça, c'est... Maintenant, on a une organisation qui tourne bien et puis on a toujours de la place pour de nouveaux projets, bizarrement. On arrive toujours à en prendre plus. Après, c'est aussi parce que c'est un peu comme dans les effectifs. Finalement, il y a aussi du turnover, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va arrêter au fil de l'eau pour en faire des nouvelles. Et voilà, donc c'est intense, mais
Après, on trouve son équilibre. À court terme, moi j'aimerais bien, je pense qu'on aurait la capacité à. Maintenant, voilà. Après, il y a aussi des réalités économiques qui font que. C'est vrai que ça doit peut-être un petit peu du sujet, mais comme je disais tout à l'heure sur le fait qu'on soit des métiers support, donc quelque part, nous, on ne rapporte pas de chiffre d'affaires directement. Et donc, on est beaucoup regardé sur cet aspect, voilà, masse budgétaire. Et à un moment donné, les budgets, c'est quand même assez structurant pour une entreprise, et voilà, pour toute entreprise, mais chez la nôtre, évidemment, dans la nôtre, évidemment aussi. Donc non, un jour, pourquoi pas. Au début, j'étais toute seule avec une stagiaire, donc on a quand même doublé les effectifs, donc c'est pas mal. Mais non, pour l'instant, ça va. Je dirais que ça va, mais c'est vrai que le poste, le stage qu'on va proposer sera un vrai stage à contenu, quoi. En tous les cas, il y aura. Mais de 6 mois plutôt. Non, je ne disais pas ça pour ça, mais c'est pour dire effectivement, il y a un besoin, et c'est lié notamment voilà, au fait que je vais maintenant m'occuper de la coordination aussi des équipes en région. Ça, forcément, ça prend aussi du temps. Mais puis après, c'est un équilibre, où il y a aussi dans les évolutions qu'on peut intégrer. Alors, c'est pas forcément quand on est jeune comme vous, je pense qu'on se pose pas forcément ces questions-là, et j'ai envie de dire heureusement. Mais après, voilà, il y a des outils maintenant. Moi, je fais un peu de télétravail. Après, l'équilibre, on le gère aussi. C'est-à-dire que quand on donne beaucoup, moi, je considère qu'on peut aussi s'accorder un certain équilibre, et tant que le résultat est là. C'est un peu le principe de nos métiers. Ce qu'on nous demande, c'est un résultat à un moment donné, que tel événement soit bien organisé, etc. Si après, on peut se dégager des temps un peu plus souples pour des respirations, on va dire. Les respirations, c'est important aussi pour bien travailler. Donc, il faut faire du sport, il faut avoir du temps pour les amis, pour la famille. Tout ça, c'est important, Et ce n'est pas forcément incompatible, même quand on bosse beaucoup, C'est juste que, voilà, il y a des périodes un peu plus intenses, puis des périodes où on se dit, là, j'ai peut-être une petite marge de manœuvre pour me libérer un peu plus. Je n'ai pas de scrupules à partir un peu plus tôt ou à travailler de la maison, et comme ça, je peux aller récupérer mes enfants à l'école. Donc voilà, c'est aussi de travailler comme ça, d'être. Là aussi, c'est de l'ouverture pour moi. Autre question ? Vous avez remarqué, c'est un marché difficile. Très bien, écoutez, merci à vous.